Bonsoir à tous. Ça fait un mois et demi qu'on s'est pas vu, un mois et demi, et on reprend avec une victoire. C'était inespéré. Tout le monde était un peu déprimé à la bourse de ce match. Tout le monde était là, genre, bon, les matchs amicaux, c'était un petit peu de la merde. La trêve nous avait fait du bien. On avait pris un peu de distance avec ce club. Et pourtant, rien ne nous avait préparé pour ce match de football, puisqu'on a vu du football ce soir à Francis Leblay. Victoire 4-2 de l'Olympique Lyonnais. 4-2, une victoire sans conteste. Hein. Il y a eu des petits trous noirs, on aura le temps d'en parler, mais quand même, c'est peut-être le meilleur match de l'Olympique Lyonnais cette saison. Le premier match, on a senti une équipe armée pour disposer d'équipes moins fortes qu'elle. Donc c'est plutôt positif. On va terminer l'année avec le sourire avant de se retrouver le premier de l'an avec la gueule de bois pour le débrief de Lyon-Clermont. C'est une autre histoire. Merci à tous ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Merci Zartox, merci Linux, merci à tous, merci Gofro, Patapo, Tansorax pour les 5-6 abonnements offerts. Incroyable, merci beaucoup les gars. Si vous êtes sur YouTube, puisque vous aurez le replay sur YouTube comme d'habitude, pensez à aller lâcher un petit pouce, mettre un petit commentaire, ça fait beaucoup pour la chaîne. On a passé les 2000 abonnés, la dernière vidéo a fait plus de 5000 vues, ça paraît anodin comme ça, mais c'est vachement important. Donc merci à vous qui lâchez des petits pouces, qui mettez des commentaires et tout, ça fait très plaisir. Voilà, on va finir l'année du bon pied. Alors, le débrief de ce match, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, vous vous rappelez comment ça fonctionne, on va d'abord débriefer le match dans son ensemble, on va savoir ce que vous en avez pensé, parce que moi j'en ai pensé, ensuite on fera les notes, le paint est prêt. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de notes sur Paint, j'espère que j'ai encore la main. Et derrière, on abordera pêle-mêle ce qui s'est passé lors de cette journée de Ligue 1. Pas grand-chose de très intéressant dans l'absolu. Paris s'est imposé dans la dernière seconde sur un penalty de Kylian Mbappé. Et on aura bien sûr un petit point sur les performances individuelles. Puis on parlera un petit peu de Mercato, puisque le Mercato commence dans 3 jours. Et il y aura peut-être des choses à faire côté lyonnais. On nous a promis une petite enveloppe pour le Mercato. On verra si c'est possible de renforcer un petit peu cette équipe qui en a quand même besoin à certains égards. On peut ouvrir le dossier KTE. Chaque chose en son temps, les gars. Comme d'habitude, tranquille. On va aborder les choses dans l'ordre. D'abord, on va parler de ce match dans cette globalité, puisque ça faisait très longtemps, à titre personnel, que j'avais pas pris du plaisir devant un match de l'Olympique Lyonnais. La première mi-temps est probablement la meilleure mi-temps de l'Olympique Lyonnais depuis très longtemps. On a vu une équipe qui jouait au football, qui relançait bien, qui combinait bien. Les 4 de devant ont été brillants, y compris ceux qu'on n'attendait plus. Hein. On a parlé tout à l'heure de Karl Toko Ekambi, qui a fait un match absolument brillant. Il faut savoir le dire, hein, Karl Toko Ekambi, on l'avait peut-être enterré. À raison, à tort, personne peut nous le dire. Merci Thomas pour l'abonnement. Mais voilà, on a eu quand même des joueurs qui avaient la tête à l'endroit. Et rien que ça paraît anodin. Mais c'est énorme. Et rien ne présageait ça, parce que le match contre Monza était calamiteux, le match contre Sochaux était calamiteux, la défaite contre Arsenal était calamiteuse aussi. Moi, à titre personnel, j'étais très inquiet. Très inquiet à l'amorce de ce match-là. Et j'ai perdu mon écouteur. Très inquiet, je me suis dit, bon, à Brest, à Francis Leblay, un 28 décembre. Enfin, c'est un peu la définition de l'enfer quand même. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Brest dans votre vie. J'ai rien contre les Brestois qui sont absolument... C'est des gens charmants. Et vous avez beaucoup de courage de vivre à Brest parce que Dieu sait que Brest, un 28 décembre, c'est laborieux. Et vous avez vu les torrents de flotte qui se sont abattus sur la gueule des joueurs. Ça avait tout du match piège, ça avait tout du match purge, du match purgatoire même, Brest. Et pourtant, dans cette espèce de bourbier qu'est Francis Leblay au mois de décembre, l'Olympique Lyonnais a réussi à gagner et surtout produire du football. Donc ça, c'est assez notable. On aura le temps de revenir après sur les performances individuelles. Notamment, on ouvrira une grosse page sur Ryan Cherki, puisqu'il est toujours aussi clivant, ce gamin. Je me suis fait insulter sur Twitter pour avoir ironisé sur le fait que ça l'avait taclé sur sa Panenka contre Arsenal. Je suis content de voir que Ryan Cherki peut quand même faire taire les détracteurs de temps en temps. Il faudra confirmer pour Ryan Cherki. Mais voilà, la satisfaction, c'est quand même une victoire probante contre un adversaire, certes, de niveau assez bas. Hein. Brest n'a pas montré grand-chose. Il faudra tempérer tout ça quand on regardera les stats. C'est pas un match parfait de l'Olympique Lyonnais, loin de là, beaucoup de lacunes défensivement, quelques trous d'air, mais quand même, on part de tellement loin, il faut savoir se satisfaire de peu, et le peu aujourd'hui, c'est une victoire 4-2. Alors j'ai dû refaire tous mes templates parce que j'avais pas du tout prévu 4-2 comme score à l'extérieur. Donc j'étais pendant le match en train de refaire mes templates. Voilà, c'était assez surprenant. Je pense que pas grand monde avait parié sur une victoire 4-2 à Francis Leblay ce soir. Peut-être un 0-1, peut-être un 1-2, mais certainement pas 4 buts et encore moins 3 en première période. La dernière fois que l'Olympique Lyonnais avait inscrit 3 buts lors d'une même mi-temps à l'extérieur, c'était contre Marseille en mai. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais à titre personnel, j'avais complètement zappé ce match-là. On gagne enfin en Bretagne. Oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné contre Brest. Vous vous rappelez quand même
que Brest, c'était une bête noire de l'Olympique Lyonnais. Combien de déconvenus sur le sol brestois. Voilà, bon bref. Reprenons les choses dans l'ordre. On avait quand même une composition de départ qui était un petit peu inquiétante. On avait 5 défenseurs dans le groupe, dont Sarr, qui n'avait jamais joué en pro, et Koumbedi, qui n'avait jamais joué en pro non plus. On s'est retrouvé avec un Damien Da Silva arrière-gauche. Et quand on a vu ça, je pense que je peux parler au nom de tout le monde pour se dire que waouh, fou, Damien Da Silva arrière-gauche. Et pourtant, Damien Da Silva a été décidé à nous donner tort. Alors il y a peut-être quelque chose quand même, au niveau de la préparation physique, peut-être que Laurent Blanc avait raison là-dessus, puisqu'on a une équipe qui a certes eu quelques trous d'air, mais qui a tenu toute la rencontre, et on n'a pas eu cette impression de calamité physique. Gros caca culotte au début, oui petit, mais on n'avait pas eu cette magnifique le pull. Oui, le pull est... Alors, je vous précise juste parce que si vous voulez, vous avez une commande pull, il a l'air sympa comme ça, mais il taille très mal. C'est-à-dire que les épaules, là, vous voyez, c'est ballant. Alors certes, je suis pas tout mince, mais ça taille très mal, donc c'est un peu de la merde. Ça coûte 50 balles, c'est fait en Chine, c'est un peu de la merde, donc l'achetez pas. Mais c'est vrai qu'il est quand même très beau. Vous voyez pas, mais en plus il y a la Tour Crayon, il y a Fourvière et tout. Non, franchement, il est sympa. Il est mieux que l'an dernier en tout cas. Où est le plaid pour le dépressif que j'ai acheté? Pour un prochain, il est là-bas, mais on le fera pour un prochain débrief d'être dépressif. Merci en tout cas pour tous ceux qui sont abonnés. On a fait un niveau 6 du train de l'hype, c'est assez énorme, merci beaucoup. 50 balles, ouais. Merci l'argent des abonnés pour le cadeau de Noël. Merci beaucoup. Voilà. Quel est ton fond derrière? Alors mon fond derrière, c'est ça. Je pense que vous voyez ce que c'est. C'est cet incroyable extérieur du pied de Damien Da Silva qui part en sortie de but. Je pense que c'est le moment le plus drôle du match. J'ai réussi à isoler le moment où il le fait, cet extérieur du pied. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Damien Da Silva, mais c'est bien, en vrai, on se moque, mais c'est bien parce que ça veut dire qu'il est en confiance. Ça veut dire qu'il est en confiance, il manque le bob. Non mais je vais pas vous raconter ma vie, mais en fait le bob il est dans ma machine à laver depuis 4 jours, ma machine à laver qui a grillé et j'arrive pas à la déverrouiller, donc j'ai mon maillot de Kallström, mon bob qui sont dans la machine depuis 4 jours, là c'est un enfer. Bref, merci Bob Applefish pour le prime, il a réussi à faire un extérieur en ligne droite 1, mais magnifique. Magnifique. Donc dans le bob, on attendra que je réussisse à déverrouiller ma machine à laver. Non, pour revenir sur le match, c'est quoi le contexte de cet extérieur? Bon, c'est Damien Da Silva qui a une grande confiance et qui essaye d'envoyer une ouverture d'extérieur du pied qui finit en sortie de but et qui surtout n'a aucun effet. C'est-à-dire c'est le premier extérieur qui est en réalité un pointard. Mais bon bref, c'est anecdotique. Parce que Damien Da Silva, il a fait un excellent match, il faut quand même le souligner. Excellent match de Damien Da Silva et personne n'attendait un excellent match de Damien Da Silva et encore moins en arrière-gauche, on y reviendra quand on fera les notes individuelles. On a fait une super mi-temps de foot et une mi-temps notre image habituelle, dit Gardouche. C'est vrai, première mi-temps brillante de l'Olympique Lyonnais. Retour des vestiaires efficace puisqu'on a eu un but de TT quasiment à la reprise à la 46e minute et après on est un peu tombé dans nos travers, un but encaissé pas gag parce que Brest est bien revenu dans le match, mais une deuxième mi-temps peut-être un peu moins chatoyante que la première, c'est pas grave, c'est contre Brest, mais c'est quand même positif de se dire qu'on a réussi à l'emporter face à une équipe de Brest, sachant que les prochaines échéances de l'Olympique Lyonnais sont des échéances à peu près similaires à Brest. On va jouer Clermont et on va enchaîner pas mal d'équipes qui sont en difficulté, notamment 3, notamment Auxerre, des équipes qui sont un peu en galère et qui sont théoriquement inférieures à l'OL, des équipes contre qui l'OL a souvent pêché en début de saison. De toute façon, on a pêché contre tout le monde en début de saison. Donc voilà, c'est plutôt positif de se dire que si jamais l'OL parvient à maintenir un niveau de jeu à ce rythme-là, je vais éternuer, pardon. Vous avez vu, j'ai fait comme la casette sur penalty, j'ai interrompu mon élan sur mon éternuement. On prend deux buts sur CPA. Après, on va revenir sur les côtés négatifs. Il y a eu du négatif à en tirer, mais pour une fois, on va quand même parler du positif d'abord. Merci, bless you. À tes soins et tous malades. Moi, ça va. Je dors très très mal à cause des deux débiles que vous voyez pas derrière qui foutent un bordel pas possible. Mais ça va. Non, positivement quand même, moi je m'attendais pas à une performance comme ça, notamment sur les performances individuelles, et surtout, même si ça a été un petit peu défaillant sur le sérieux et sur la concentration sur 90 minutes, il y a deux choses qui sont quand même très importantes à noter pour moi sur ce match. La première, c'est qu'il y a un semblant de plan de jeu collectif, et Dieu sait qu'on s'y attendait pas quand on nous a annoncé un losange avec Koumbedi d'un côté et Damien Da Silva de l'autre, et de deux, physiquement, c'est pas encore le rouleau compresseur physique, je veux dire, on n'est pas encore le Bayern de Munich, mais il n'y a pas eu cette espèce de torpeur qu'on a vu à quasiment chaque match
en première partie de saison, où tous les joueurs finissaient par tirer la gueule, tirer les genoux et plus faire d'efforts à la 30e minute. Donc vraiment, il y a un progrès là-dessus. Il faudra confirmer parce que ces choses-là, on les a pas vues sur les matchs amicaux. On les a pas vues du tout. C'est pour ça que c'est un peu surprenant parce que sur les matchs amicaux, jusqu'à Monza, on ne voyait aucune progression. Donc quelle est notre bonne surprise de voir que l'Olympique Lyonnais finalement a bel et bien bossé ce week-end. Non, pas ce week-end, sur ce mois qui vient de passer. Gros coup de mou physique en deuxième période. Oui, mais c'était pas que physique. On a bien alterné jeu court en profondeur. Ouais, il y a sur ce match-là, en tout cas, on voit une patte Laurent Blanc. Dieu sait que j'ai beaucoup été virulent envers l'apport de Laurent Blanc immédiat. Là, quand même, on voit certains trucs qu'on voyait au PSG, notamment avec Laurent Blanc. Ses sorties de balles intéressantes, ses phases de possession. Je pense aussi que l'apport de Ryan Cherki a un petit peu libéré Maxence Cacré, qui est de retour à son meilleur niveau sur ce match. Donc pareil, on attendra. Ce n'est qu'un match. Attention, le match piège contre Clermont, même s'il est à la maison, fera office de confirmation ou non. Et ça met quand même certaines choses évidentes qui sont que je vois difficilement comment cette équipe pourrait se priver d'un numéro 10 et comment elle pourrait se priver d'un Ryan Cherki par sa capacité justement à créer le danger et donc à aspirer certains adversaires. Parce qu'on avait quand même ce problème à l'OL sur une première partie de saison, c'est qu'on n'avait vraiment aucun joueur qui créait un petit peu la crainte en face. Et Dieu sait que Ryan Cherki n'est pas encore un joueur totalement abouti, qu'il n'est pas toujours parfait, qu'il a des trous d'air. Mais je pense que c'est un des seuls joueurs de cet effectif qui, quand il est face au jeu, on n'a pas envie de lui laisser 5 ou 10 mètres de champ devant lui parce qu'on sait qu'il peut créer l'étincelle. Et que même s'il ne fait pas tout le temps l'étincelle et qu'il oublie certains de ses coéquipiers de temps en temps, le fait de créer le danger comme ça, je pense que c'est hyper important pour libérer les autres. Donc on va pas dire que c'est grâce à Cherki si tout se passe bien et que tous les autres sont meilleurs, mais je pense que ça joue quand même d'avoir ce facteur X là, que l'OL n'a plus. L'OL n'a plus depuis le départ de Memphis Depay puis le départ de Lucas Paqueta, cette espèce de joueur frisson qui est capable de déclencher quelque chose. Et ça, je pense que c'est très important dans une équipe d'avoir quelqu'un qui aspire le danger, qui aspire les regards pour pouvoir libérer les autres sur le côté. On avait un 10, c'était Paqueta. Voilà. Moi, j'ai l'impression quand même, j'ai le sentiment que c'est la première fois depuis que l'OL s'est séparé de Lucas Paqueta qu'on a de nouveau un espèce de joueur dans un rôle providentiel. Alors, on va pas surenchérir sur Cherki et compagnie, mais vous voyez bien qu'on retrouve un peu ce système où on a une plaque tournante, et une plaque tournante qui est capable quand même de créer cette étincelle-là. Elle a manqué, cette plaque tournante-là. On avait donné les clés à Cacré, on l'avait fait jouer plus haut, notamment sur Peter Bosz. Il n'avait pas réussi à prendre la mesure de ce rôle-là. Alexandre Lacazette joue un peu trop haut pour ça. Il manquait cet élément, ce facteur X. Et je pense que la fin de saison de l'OL, la deuxième partie de saison de l'OL, se jouera beaucoup sur la capacité à Ryan Cherki, ou peut-être à un autre joueur dans ce style-là, à être la plaque tournante et la source de danger pour les adversaires. Parce qu'on voit bien que quand il y en a un comme ça libère quand même beaucoup de choses autour. Voilà, donc on verra si... Pour moi, ça tient sur les épaules de Cherki, de voir s'il est capable d'assumer ce rôle-là et s'il va être capable d'enchaîner les matchs. On en parlera plus tard lors des notes individuelles. En tout cas, je pense que on a enfin vu, on va ouvrir la page Cherki maintenant avant de la faire note, parce que la page Cherki est assez grande. Moi, j'aimerais qu'on parle de Ryan Cherki. On en parle souvent sur la chaîne. Vous savez que moi, j'ai jamais changé de fusil d'épaule de ce côté-là. J'ai toujours cru en Ryan Cherki, probablement aveuglément, parce que je suis pas objectif et je suis pas journaliste. Et moi, j'ai les yeux de l'amour pour Ryan Cherki depuis qu'il a fait ses gammes chez les jeunes à l'OL. Et Dieu sait qu'il est exaspérant, je vous l'accorde. Il est pas parfait, je vous l'accorde. Parfois, il est même débile, je vous l'accorde. Quand il fait une panenka contre Arsenal, c'est agaçant. Mais la proportion des gens à aller lui démolir la gueule pour des trucs qui, certes, sont dommageables, sont agaçants, mais sont pas graves, et surtout viennent être compensés par un apport réel, me paraît vraiment absurde. C'est pas parce qu'il y a une hype envers Cherki, une hype qui est construite depuis des années sur la base de ce qu'il a fait en jeune et peut-être surévaluée par rapport à ce qu'il a produit en pro, qu'il faut qu'il y ait cette espèce de contre-hype à vouloir le défoncer dès qu'il fait une connerie, quoi. C'est un jeune joueur, il va en faire des conneries. Il va en faire. L'attente est démesurée. Oui, l'attente est démesurée et probablement que les yeux de l'amour sont démesurés aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, laissez-le tranquille. Et moi, je vois, en fait, je repense vraiment à ce que j'ai lu après la Panenka ratée contre Arsenal. Alors, est-ce que la Panenka ratée est complètement débile? Oui, elle est complètement débile, cette Panenka ratée. Oui, il est bête de tenter ça. Mais quand même, la Panenka ratée, il faut la remettre dans le contexte. J'ai vu des tweets sur Ryan Cherki, l'impression qu'il avait raté son penalty en Coupe du Monde, quoi. C'était une séance de tir au but
anecdotique, d'un match nul, d'un match amical, pardon, anecdotique. Tout le monde s'en fout, mais comme c'est Cherki, il faut lui taper dessus. Je suis pas sûr que ce soit lui rendre service que d'être aussi exigeant avec lui. Même si c'est probablement pas lui rendre service que d'être trop indulgent avec lui, mais il faut quand même se rendre... J'ai lu des trucs de gens qui me disaient qu'il était nul depuis le début de la saison, que toutes ses rentrées étaient à chier, alors que Ryan Cherki a quand même il est impliqué sur 4 buts depuis le début de la saison, alors que c'est, je crois, sa 10e titularisation sous le maillot de l'OL, et la première sous le maillot sous Laurent Blanc. Faut doser quand même, faut doser sur Ryan Cherki. Ok, il est agaçant, mais quand même, calmez-vous. Parce que moi j'ai vu des rentrées de certains joueurs et malheureusement on va pas leur taper dessus parce que ça se sent qu'ils sont au bout du rouleau mentalement, mais heureusement que c'est pas Ryan Cherki qui fait l'entrée de Romain Fèvre aujourd'hui, hein. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Donc certes il faut doser sur l'engouement que provoque Ryan Cherki, mais excusez-moi, quand on aime le football et qu'on voit ce que fait Ryan Cherki de temps en temps, pas tout le temps mais de temps en temps, c'est difficile de pas s'emballer. Comme c'est difficile de ne pas avoir envie de se fracasser la tête contre le mur quand il fait n'importe quoi, et ça je vous le concède, juste, vous préférez quoi? Vous préférez un mec qui fait un truc bien dans le match et 3 conneries, ou un mec qui fait littéralement rien? Moi je préfère un mec comme lui qui va être capable de faire un truc bien dans le match pour 3 conneries, et même si les 3 conneries vont me donner envie de me fracasser la tête contre le mur. Voilà, merci Laïa pour le prime. Mais là, ouais, voilà. Donc j'espère que Ryan Cherki sera capable d'enchaîner, parce qu'on est vraiment dans le même prisme qu'à l'époque où Maxence Cacré commençait à émerger en équipe première, où je me souviens très bien des réactions qui étaient que dès que Maxence Cacré faisait un match moyen, et Dieu sait qu'il y en a eu quand il venait d'arriver, ça lui tombait sur la gueule, parce qu'il y a cette espèce de contre-hype de mecs qui veulent pas s'enthousiasmer sur les jeunes du club, qui trouvent que ceux qui suivent les jeunes sont des forceurs, et qui donc attendent le moins de faux pas pour défoncer les jeunes. Et autant je suis parfaitement capable de concevoir que ça peut être agaçant, les gens comme moi, qui s'extasion sur des jeunes du club qui n'ont rien fait en pro, mais c'est comme ça, c'est l'Olympique Lyonnais aussi qui veut ça, c'est nos jeunes, c'est nos petits petiots, c'est nos petits minots, mais je pense vraiment que l'espèce de contre-hype et de défonçage du moindre jeune qui fait une saucisse est largement pire. Quand je vois le niveau d'exigence qui a été mis sur Cherki, j'ai l'impression que certains attendent de Cherki que ce soit Iniesta, alors que les concurrents de Cherki, ce sont quand même des mecs qui sont globalement nuls à chier, ou en tout cas dans la première partie de saison est abyssal. Donc certes, il est peut-être pas au niveau Ligue des Champions, encore heureux, il a que 19 ans, tout le monde n'a pas la chance d'être Lionel Messi, ou je sais pas, Jude Bellingham ou Kai Havertz, mais calma quand même. Calma. Voilà, enfin, c'est nocif de s'extasier. Ouais, mais bien sûr qu'il faut arrêter. Mais après, il y a une différence entre s'extasier et soutenir, hein. Voilà, moi, quand Cherki fait n'importe quoi, ça m'énerve, et je le dis. Maintenant, dans les faits, les gars, Cherki, il a des bouts de match, il est plus décisif que des mecs qui ont beaucoup plus de temps de jeu que lui, comme Jeffrey Nadalid ou Romain Fèvre. Donc voilà, là on se retrouve avec un Ryan Cherki, et Dieu sait qu'on attendait, hein, les aficionados de Cherki. On a toujours dit, mettez mon Ryan Cherki dans l'axe, parce que quand il est sur une aile, il est rendu au fait de devoir éliminer, et il est exaspérant quand il fait ça. Et mettez-le titulaire, parce que honnêtement, ceux qui sont devant lui dans la hiérarchie montrent pas mieux. Bon, bah on verra, c'est un match. C'est un seul match, on verra où ça nous emmène, on verra contre Clermont s'il est reconduit au poste de numéro 10, s'il reproduit une performance à la hauteur des espérances, mais toujours est-il que bizarrement, quand Ryan Cherki joue à son poste et n'est pas dans un rôle de Cirque du Soleil à 0-1 ou 0-2 pour sauver le match, c'est quand même un peu moins exaspérant. Ce soir, il n'y a pas vraiment de moment où Ryan Cherki a donné envie de se casser la tête contre le mur, et je pense que c'est déjà une grande progression. Voilà, et surtout, bah quand on aime le foot, on aime les mecs comme ça, quoi. On aime les mecs qui, certes, ont du déchet, certes, sont énervants, mais quand il a le ballon, voilà, quoi. Il se passe un truc. En tout cas, il peut se passer un truc. Merci Baptiste, merci Blanchard, merci Herbodix pour les primes, merci beaucoup à vous. C'est le 2e meilleur passeur du club en étant l'offensif avec le moins de temps de jeu. Les faits sont têtus, hein, comme dirait Elton Mokolo. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même doser un petit peu. Peut-être qu'on s'extasie trop, mais je pense que la propension à être trop exigeant avec Cherki dépasse largement le fait de s'extasier trop dessus. Et en l'occurrence, j'ai pas l'impression que les gens qui se paluchent sur Cherki soient tous dans le déni par rapport aux défauts qu'il a à gommer. À chaque fois qu'on en a parlé sur ces débriefs sur cette chaîne,
on a dit, certes, Cherki il a du talent, mais il a des défauts, et on espère qu'il va les gommer. Moi, j'attends juste qu'une chose, c'est que plus le temps passe, plus il a du temps de jeu, plus il gomme ces défauts-là, et plus il appuie sur ses qualités immenses, qui sont pas forcément ses qualités d'élimination ou de dribble, mais il a quand même une vision du jeu intéressante, le gamin. Donc voilà, je pense qu'on a, on a trop peu de joueurs dans le style de Ryan Cherki pour se permettre de faire la fine bouche. On a beaucoup de joueurs sous Prozac, beaucoup de joueurs qui sont neutres avec le ballon, incapables de créer l'étincelle, et je pense que quand on a un joyau brut comme ça, et j'insiste sur le mot brut, il faut quand même s'accorder sur le fait que le plus important, c'est de le polir. Voilà, on a gagné avec une super première mi-temps. Oui, ouais, et des excellentes performances individuelles. On va parler de Cacré, on va parler de Toko, puisque Cacré avait quand même fait une première partie de saison absolument abyssale. Vous vous rappelez ce qu'on disait? On disait que Zach et moi, on lui avait aspiré son énergie vitale après l'émission. Ça faisait depuis septembre qu'il n'avait pas sorti un vrai bon match, Maxence Cacré. Moi, je suis quand même content de revoir un Cacré à ce niveau-là. Et je pense que c'est pas anodin si Maxence Cacré sort une performance comme ça, dans un environnement où il est entouré de Corentin Tolisso et Ryan Cherki, plutôt que Thiago Mendes. Moi, j'avais le sentiment de voir un Maxence Cacré qui était heureux d'être là, heureux de jouer. Et c'est peut-être réducteur de penser l'analyse comme ça, mais j'ai quand même le sentiment que c'est une faiblesse mentale, cette première partie de saison de Maxence Cacré, et que là, il était dans le match. Peut-être qu'il y a un côté physique aussi, qu'il a progressé là-dessus. J'ai senti un Maxence Cacré qui savait où il était, il savait où il voulait jouer, il savait avec qui il voulait jouer. Et je pense que c'est pas anodin si autour de lui, il y a des mecs qu'il connaît depuis longtemps, quoi. Voilà. On va parler de Toko Ekambi, parce que Dieu sait qu'on a été dur avec Toko Ekambi, souvent à raison, sévère mais juste. Et ce soir, Toko Ekambi a sorti quand même une performance assez immense. Techniquement, on était quand même resté sur le Toko Ekambi avec un déchet technique abyssal. Aujourd'hui, Toko Ekambi, c'est parfait. Enfin, c'est absolument nickel. Absolument nickel aujourd'hui, Toko Ekambi. Il est parfait dans le tempo, il élimine quasiment tous les joueurs qu'il veut éliminer. Il y a ce centre qui est parfait pour Tété. Pied gauche en plus. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, si Toko Ekambi fait des matchs comme ça, ne serait-ce qu'un match sur deux, on dit rien. On dit rien. Il lève la tête, il donne à ses coéquipiers, il élimine quand il faut éliminer, il passe quand il faut passer. Pas de souci. Pas de souci. Let's go Toko, hein. Aucun problème. S'il joue comme ça tout le temps, moi je suis ok. Même s'il y a du déchet, c'est pas grave. Au moins il joue avec la tête levée, avec un cerveau. Bah moi je veux bien, hein. Je veux bien tout pardonner, je veux bien même m'excuser. S'il continue comme ça, s'il nous fait une deuxième partie de saison comme ça, Karl Toko Ekambi, moi je m'excuse. Je fais une lettre d'excuse. Donc voilà, je demande juste à revoir. Il y a encore quelques petits moments d'errance avec Toko, mais voilà, c'est pareil. C'est comme Damien Da Silva. Hein. Première partie de saison absolument abyssale. S'il nous sort une deuxième partie de saison où il est capable de sortir des matchs comme ça, où il est relativement rassurant, même s'il y a quelques trous d'air encore, hein, avec Damien Da Silva, bon ok, let's go. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il faut dire les choses quand elles sont vraies. Et ce soir, c'est un banger de Toko Ekambi. Un très 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 beau match de Toko Ekambi. Je pense même qu'il aurait peut-être mérité un petit peu plus de stats. Parce qu'il termine avec une passe décisive. Il aurait peut-être même pu terminer avec un but ou un doublé. Voilà. On va quand même tempérer, puisque je vous vois dans le chat. Recrue maillot floqué Toko. Il a combien de buts Toko là? À combien de buts il est Toko Ekambi? Attendez, je vais regarder. On met une barre, et à une certaine barre de buts, j'achète un maillot floqué Karl Toko Ekambi, ça vous va? Il a combien de buts cette saison? Il a 4 buts cette saison. Si Toko Ekambi finit la saison à plus de 12 buts, j'achète un maillot et je le floque Toko Ekambi. Pardon. À 12 buts, ok? Plus de 12 buts, hein. Donc à 13 buts. À 13 buts, j'achète un maillot Toko Ekambi. Ça vous va? Non, 10 buts. À 10 buts, il y en a 6. Vous avez vu les matchs qu'on va jouer là? Allez, plus de 12 buts. 12 buts ou plus. Ok, 12 buts ou plus. Non, sans la Coupe de France, en championnat. Hein. Non. Parce que Coupe de France, on va jouer Viry-Châtillon, il va en mettre 4. Non, ça compte pas. Hein. Allez, 12 buts ou plus. J'achète un maillot floqué Toko Ekambi. Vous pouvez le screener, vous pouvez le clipper. 12 buts ou plus, j'achète un maillot floqué. Attendez, on est à combien de temps de stream? Là, je le note pour faire un clip. Voilà, 33-50. Hop. Et en parkage avec... Non, je peux plus aller en parkage, les gars. Je peux plus aller en parkage, vous savez très bien pourquoi. On veut le jeu de mots, Charlie. Non. Ça s'annule s'il refait un chute. Oui, bien sûr. S'il refait un chute, ça s'annule. Non, mais plus sérieusement, il y a quand même un certain nombre de motifs d'espoir. Mais c'est que Brest. Donc désolé, voilà, là on va mettre la trompette. Ce n'est que Brest. Brest n'a pas été foncièrement nul hein, ce soir. Ils ont fait un match potable.
Mais attention, ça n'est que Brest, ça n'est que Francis Leblay. Fort heureusement, le calendrier de l'OL va nous emmener sur des échéances à peu près similaires à Brest. Je vous le fais rapidement. Les prochains matchs de l'Olympique Lyonnais, c'est Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Brest, 3, et ensuite on jouera Lens. Donc on a quand même des équipes qui sont relativement faibles, même si Strasbourg, c'était pas trop mal ce soir, visiblement, de ce qu'on m'a dit. Nantes, c'est quand même faiblard. Ajaccio, c'est moyennasse. On va rejouer Brest, on va jouer 3, qui est aussi très faible. Et ensuite, on aura la première vraie échéance, on va dire ça comme ça, qui sera le match contre Lens le 12 février. C'est à cause de ta poisse, le parquage. Non, c'est que j'ai reçu pas mal de menaces, on va dire, suite pour avoir dit que la banderole des Ultrasources, c'était pas ouf. J'ai pas trop envie de retourner en parquage, quoi. Voilà. Donc voilà, on aura pas mal d'échéances d'équipes assez faibles sur le papier, où il faudra dérouler de la même façon qu'on a déroulé aujourd'hui, mais c'est plutôt rassurant dans l'absolu. Le mois de mars-avril est sportif. Non, ce qui est positif, c'est que l'Olympique Lyonnais a moyen, si ça déroule bien sur les prochaines semaines face aux équipes de bas de tableau, de revenir dans la course à une éventuelle 4e place, pour ensuite s'offrir une possibilité en mars-avril de jouer les concurrents directs et peut-être de rêver à mieux. Donc la saison n'est pas foutue, dans le sens où il y a un enchaînement de petites équipes, puis ensuite les choses sérieuses. Donc il y a encore un mois et demi pour se mettre vraiment en route et avoir une équipe solide, avec peut-être le mercato qui va nous aider de ce côté-là. Et ensuite, il y aura les grosses échéances où les grosses équipes vont s'enchaîner, mais c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, puisque de toute façon, si on veut rêver d'une 4e, voire même d'une 3e place, il faudra battre les concurrents directs, mais c'est peut-être pas plus mal qu'ils n'arrivent pas tout de suite. Il y a encore la Coupe de France aussi pour croire à une place européenne. Je préfère pas miser dessus, parce que la Coupe de France, c'est quand même dur de la gagner avec Paris Saint-Germain. Donc bon, voilà. Tes attentes par rapport au mercato, on en parle après les notes individuelles. Il faut quand même noter, puisqu'on a parlé de beaucoup de positifs, on va parler du négatif. Défensivement, c'est encore très friable. On prend 2 buts sur coup de pied arrêté. Alors le but sur coup franc, est-ce qu'on peut vraiment l'analyser? Non, merci Tex pour l'abonnement. Pour moi, c'est difficile d'analyser un coup franc à 30 mètres qui est dévié, qui va dans le but. C'est la faute à personne, hein, donc voilà. Il y a eu quelques trous d'air défensivement, et il y a même eu un moment à 4-2 où je pense que on s'est tous dit s'il y a 4-3, il y a 4-4. Je pense que vous êtes tous dit cette espèce de la palissade à 4-2 de se dire bon, s'il y a 4-3, nous sommes l'Olympique Lyonnais, quoi. Donc il y a des progrès à faire. Il y a Diomandé qui a fait un mauvais match, parce qu'il faut le dire quand même. Diomandé a fait un match assez calamiteux, ce qui est dommage parce qu'en plus il était annoncé latéral droit, il a joué à son poste, il n'a pas été bon. Je me suis dit avec l'entrée de Slimani, effectivement. Heureusement qu'on a eu la bonne surprise de ce match, la vraie bonne surprise de ce match, parce que Cherki, c'est pas une surprise, Damien Da Silva, bon, c'est une vraie surprise, hein, pas se mentir, mais la vraie belle surprise, c'est Koumbedi. Saël Koumbedi, moi j'étais pas serein, hein, parce que Saël Koumbedi, je crois qu'il a 8 matchs en pro, aucun match en Ligue 1. Il est balancé comme ça, un peu au feu. Première titularisation à Francis Leblay, un 28 décembre. Je suis désolé, je reviens sur le sujet. Francis Leblay, un 28 décembre. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'enfer, quoi. À Brest, en plein hiver, sous la flotte, avec du vent. Et Saël Koumbedi, bon après vous me direz, il vient du Havre, hein, il me semble. Bon, il en a connu des météos de merde, hein. Mais Saël Koumbedi, il y a quand même quelque chose. Et là-dessus, je dois faire amende honorable, parce que j'ai dit qu'il fallait une doublure à Malo Gusto. J'ai crié qu'il fallait une doublure à Malo Gusto, j'ai hurlé quand l'OL n'a pas recruté Thomas Delaine ou Fabien Santonze, et finalement peut-être que Saël Koumbedi peut faire ce taf-là. En tout cas, le match de ce soir était très solide, très sérieux, très intéressant. Pour un petit gamin de 17 ans, hein, c'est le 2e joueur le plus jeune, merci Vernatsky pour le raid, c'est le 2e joueur le plus jeune à être titularisé avec l'OL, je crois, derrière Benzema et Prost, je crois que c'est ça. Gusto revient quand? Alors Gusto, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient, mais il me semble que Laurent Blanc a dit qu'il ne reviendrait pas tout de suite. Donc voilà, Saël Koumbedi, la bonne surprise. On l'avait vu pour le coup sur les matchs amicaux, il avait été très intéressant. Merci pour l'abonnement, Vernatsky. Il avait été très très intéressant sur les matchs amicaux, Saël Koumbedi, notamment sur le match contre Sochaux, si je dis pas de bêtises, où il avait été brillant offensivement. Je suis curieux de voir la suite, surtout qu'il va avoir du temps de jeu, Saël Koumbedi, puisque Gusto est pas revenu. Effectivement, ce que tu dis, Julien, on a senti la jeunesse. C'est pas encore parfait, mais il y a des vraies qualités, notamment des qualités athlétiques qui sont à peu près similaires à celles de Gusto, c'est-à-dire beaucoup de vitesse et beaucoup de caisse, mais il y a un apport offensif intéressant. Donc moi, je suis très 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 curieux de revoir Saël Koumbedi. Voilà. Il a du ballon, ouais, il a du ballon, il est bien placé.
C'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour Malo Gusto, qui a fait une première partie de saison un peu décevante, d'avoir le souffle d'un petit jeune dans la nuque. C'est bien, ça permet d'avoir des options. Et là, il aura l'occasion, Saël Koumbedi, de montrer qu'il a peut-être sa place. Peut-être pas dans son 11 de départ, mais dans une vraie rotation en tout cas. Il fait un peu penser à notre feu Mendy. Oui, un peu dans le style. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Un peu dans ce style-là, à la Ferland Mendy de l'autre côté. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec vous. Espèce d'agressivité et de punch que je trouve assez intéressant. Il y a moyen qu'il dépasse Gusto, pas tout de suite. Je pense que c'est difficile pour l'instant. Alors malheureusement, Koumbedi, il est là pour préparer la vente de Gusto, ça c'est sûr. Tolisso, vrai papa. Ouais, Tolisso, peut-être un peu en retrait, on va en parler quand on fera les notes. Mais petit côté chez Corentin Tolisso, WD40. C'est-à-dire qu'on l'a pas beaucoup vu, mais il a huilé un peu tout ce collectif-là. Et je pense que dans ce rôle-là de numéro 6, il est bien Tolisso. Il est dans son petit fauteuil au milieu de terrain, il est tranquille et il maîtrise, il fait la tour de contrôle. C'est bien. C'est bien. Effectivement, quand il sort, on sent que ça déséquilibre un peu tout ça. Un peu discret, Tolisso. Mais je pense qu'il est indispensable à l'équilibre de cette équipe et il faudra que ça tienne physiquement. On a eu très peur avant la trêve que ce soit une grave blessure pour Tolisso. Finalement, ça va. Je pense que le salut de l'Olympique Lyonnais dépendra de ce trio au milieu de terrain à tenir la tête haute et à enchaîner les matchs, c'est-à-dire Tolisso, Cacré, Cherki. Alors c'est beau, hein, c'est bandant, hein, c'est 100% lyonnais, 100% saucisson brioché et tacos, mais je pense que la bonne recette, elle est là. La bonne recette, elle est dans ces trois-là, dans leur style un petit peu différent, dans un style très olympique lyonnais early days, vous savez, avec ce fameux 4-3-3 en espèce de triangle avec un 6, un 8 et un 8-10. Je pense que la clé, elle est là. Je pense que la clé, elle est là. Voilà. Laurent Blanc, meilleure note. Bah, Laurent Blanc, on va en parler parce que oui, je pense qu'il faut en parler. Pas grand-chose à lui reprocher sur ce match-là. Hein. Un plan de jeu bien, une animation bien, des choix d'hommes, on peut difficilement lui reprocher quoi que ce soit ce soir. Peut-être un petit match de Diomandé, mais c'est pas comme s'il y avait beaucoup de solutions derrière. Et surtout des choix d'hommes qui étaient quand même contestables sur le papier, puisqu'il avait titularisé des mecs... Da Silva titulaire arrière-gauche, c'était pas évident quand même. Hein. Même Toko Ekambi titulaire, alors qu'on avait un Barcola qui sortait d'une bonne série de matchs amicaux. Bah voilà, bah bravo Laurent Blanc, faut savoir dire les choses quand elles sont bien. Très bon match de Laurent Blanc, il mérite son 8. Donc voilà, compo bricolée mais intelligente. Ouais, compo stable. Et c'était pas gagné. Et moi, quand j'ai vu la compo, j'avais envie de me poignarder le cul avec une saucisse, comme dirait Nicolas. Et finalement, voilà, bravo Laurent Blanc. On verra s'il est capable de prolonger un petit peu cette dynamique-là. Il va falloir, puisque les échéances arrivent rapidement. On aura Clermont le 1er de l'an. Alors bon courage à nous hein, pour débriefer ça avec la gueule de bois. Enrique, il est blessé, Enrique, il est blessé. Ouais, Le Penant en retrait, on va en parler après. Voilà pour le constat global, ça nous fait déjà 42 minutes, c'est beaucoup. Alors, je vous ai pas montré les stats du match. Oui, je voulais tempérer un petit peu avec les stats du match. Regardez, je vous les ai mises ici. Il faut quand même tempérer ce match en montrant quand même que Brest a tiré 17 fois au but. Alors c'était un très beau match, on a quand même 34 tirs sur le match. 17 tirs hein, pour Brest, 5 cadrés. C'est pas un match qui a été dominé de la tête et des épaules. On a quand même concédé beaucoup d'occasions défensivement. Donc c'est peut-être l'axe d'amélioration de ce match. C'est toujours la défense. Et on en parlera quand on va parler de Mercato. 17 tirs concédés, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup, même s'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts, pas eu beaucoup de tirs qualifiés, on va dire, de la part de Brest. Le point positif, c'est que l'Olympique Lyonnais a quand même cadré 10 tirs. Je suis curieux de savoir quand est-ce que c'est la dernière fois que l'OL a fait un score à 2 chiffres sur les tirs cadrés. 6 sauvetages du gardien. C'est-à-dire que le score aurait pu être plus lourd si Bizot n'avait pas sorti un bon match, puisque Bizot fait un bon match. Qu'est-ce qui m'a pris ? Ouais, tir dans la demi-heure, je crois qu'ils ont tiré 6 ou 7 fois dans la dernière demi-heure Brest. Beaucoup de fautes. Ça m'a surpris. 19 fautes quand même. C'est là, hein, quand on regarde les stats, qu'on voit l'axe de progression sur ce match, c'est la sérénité défensive et la propreté défensive. 19 fautes, 17 tirs concédés. C'est le petit bémol de ce match. 2 buts encaissés quand même. 17 tirs, mais au moins 8 sur le parking du McDrive. C'est vrai. Encore un grand match de Domingo contre nous, effectivement. Non, mais voilà, je pense que l'axe de progression, il est encore défensif. Et on l'avait identifié, hein, rappelez-vous, en début de saison, on avait dit qu'il manquait un défenseur central, ou un élément défensif en tout cas à cette équipe. On le sent hein, quand même, on le sent qu'il manque un petit peu de calcium derrière. Jérôme Boateng est de nouveau en phase de réathlétisation, alors visiblement lui il bosse quand il a envie. Hein. Il n'est pas blessé, c'est juste peut-être qu'il n'est pas rentré, peut-être qu'il est en prison, c'est toujours pas avec Jérôme Boateng, c'est au petit bonheur la chance. Alors lui il a dit qu'il voulait prolonger Jérôme Boateng.
Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai vu l'article qui nous disait que Jérôme Boateng voulait prolonger, bon, on rigole fort quand même. Hein. On rigole fort. Si l'Olympique Lyonnais prolonge Jérôme Boateng, je pense que là il faut tout raser. Hein. Mais après, faut le comprendre, hein, Jérôme Boateng. Forcément qu'il veut prolonger. Enfin, c'est comme si vous alliez au Club Med et que vous étiez payé 6,5 millions pour aller au Club Med et qu'une fois de temps en temps on vous dit d'aller travailler pour jouer au football. Oh bah moi j'ai envie de prolonger aussi, hein. On n'est pas trop mal à Lyon, il fait beau, les gens sont sympas, la ville est belle, on n'en attend pas grand chose. Il y a un match, tu peux pas venir, bon c'est pas grave, on va dire que t'es en réathlétisation. Oh bah moi je prolonge toute la vie, hein. Je prolonge toute la vie. Hein. Tu penses qu'Awar va rester? Non, je pense pas qu'Awar va rester. Je pense pas qu'Awar va rester. Awar, il avait l'occasion, on va dire, il avait l'occasion de se refaire une vraie place en étant bon sur la première partie de saison. On est en janvier, où Oussem Aouar n'a pas vraiment prouvé sur la première partie de saison qu'il était indispensable à cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Lui non plus n'a pas montré suffisamment de choses pour pouvoir prétendre un grand contrat à côté. On est au stade où il faut que l'Olympique Lyonnais construise sans Oussem Aouar. C'est la vérité. Dieu sait que j'adore Aouar et je suis triste de devoir faire face à cette évidence. On ne peut pas se permettre d'intégrer au 11 de départ un joueur qui va partir dans 6 mois gratuit. C'est pas possible. Donc malheureusement, je pense qu'on va pas beaucoup revoir Oussem Aouar sur la fin de saison puisque l'Olympique Lyonnais doit faire sans lui. Comme Moussa Dembélé. Moussa Dembélé n'a pas prolongé, Moussa Dembélé ne sera probablement pas vendu cet hiver. Il va falloir, sur la deuxième partie de saison, qu'on fasse sans Moussa Dembélé dans le 11 de départ. Il en va de l'avenir à moyen terme de ce club, qui est que pour chaque match qui est disputé par Oussem Aouar ou Moussa Dembélé, c'est du temps de jeu en moins pour des mecs qui peuvent s'affirmer derrière, comme Barat Debarcola, comme Ryan Cherki, comme Maxence Cacré, comme, je sais pas, plus loin, Mohamed El Arouche et compagnie. Donc malheureusement, je pense que Oussem Aouar et Moussa Dembélé, par leur choix de ne pas prolonger et leur incapacité à devenir des indispensables dans le 11 de départ, vont être un peu condamnés au banc sur la deuxième partie de saison, mais c'est les jeux, hein. Si tu veux pas être condamné au banc, soit tu es indispensable, soit tu prolonges. Donc c'est une situation qui est perdant-perdant, mais c'était prévisible. Hein. C'était prévisible. Donc je pense que l'avenir de Oussem Aouar et de Moussa Dembélé, c'est de trouver un contrat dans les prochaines semaines, puisqu'ils seront autorisés à partir de janvier à signer un pré-contrat avec un autre club, et à partir du moment où ils auront signé le pré-contrat, on saura qu'ils partent pour de bon, et eux n'auront pas grand intérêt à se défoncer sur le terrain pour faire porter l'Olympique Lyonnais sur la saison prochaine. Donc c'est terminé. Donc je pense que c'est terminé pour Oussem Aouar et Moussa Dembélé, sauf retournement de situation immense, où l'un des deux prolongerait, voire les deux, mais honnêtement ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que on ne les reverra pas vraiment, hein. Il a dit depuis août qu'il veut pas signer Moussa. Oui, le fait est qu'on avait besoin de Moussa Dembélé parce qu'il n'y avait pas d'option derrière la Casette. Et probablement que si la Casette se blesse, on n'aura pas d'autre solution que de mettre Moussa Dembélé titulaire. Mais je pense pas qu'il faille s'entêter à jouer avec 2 pointes alors que c'est visiblement pas indispensable. Donc malheureusement, c'est le jeu du football, c'est du perdant-perdant. Mais on va devoir un peu les oublier et ce sera une sortie par la petite porte pour Dembélé, ce qui est pas foncièrement grave, même si c'est un peu triste pour lui parce que je pense que cet été il a eu de meilleures opportunités que ce qu'il aura cet hiver. Et ce sera une sortie par la très 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 petite porte pour Oussem Aouar qui sera malheureusement une fin en eau de boudin pour un joueur qu'on avait vu si haut, si fort, si beau et qui n'aura jamais été capable de confirmer le niveau absolument ahurissant qu'il avait affiché pendant le Final Four à Lisbonne. Et ça, le Final 8, pardon, à Lisbonne. Et ça fait vraiment chier, ouais. Ça fait vraiment chier parce que quand on aime le football, c'est difficile de ne pas avoir été amoureux de Oussem Aouar sur ces grandes périodes. Même moi, je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus ému au stade quand je l'ai vu marquer son premier but contre Alkmaar. C'est un peu triste que ça se termine comme ça, c'est pas fini, hein, on sait jamais, il peut y avoir un retournement de situation, mais on se dirige tout doucement mais sûrement vers une fin d'histoire un peu tristoune pour Oussem Aouar. Voilà, on va passer aux notes. On va passer aux notes individuelles. Alors, laissez-moi 2 secondes, le temps de vous mettre l'interface. Les notes individuelles. Alors, il faut que je balance le paint. Voilà, le paint est là. Nickel. Hop. Alors, les notes individuelles. Nous avions ce soir... Hop, ça faisait longtemps. Hein, ça faisait longtemps. Alors, attendez, est-ce que j'ai encore la main? Non, j'ai pas la main, là. Alors, on va dessiner le terrain. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné le terrain. Ah non, dommage. Il est de traviole. Hop. Voilà. Nous avions ce soir sur le terrain, alors, Anthony Lopez. Nous avions Diomandé, Lukeba, Koumbedi,
le DDS. Cacré. Tolisso. Cherki. Ils ne sont pas censés faire un nouveau stade. Bref, si, un nouveau stade qui sera loin et il y aura juste 1000 places de plus. Hop. Et TT. Nous n'avions pas, si je dis pas de bêtises, de changement à la mi-temps. Donc on notera que ces joueurs-là. Non, le premier entrant, c'est Le Penant. Voilà, nickel. Est-ce qu'on n'est pas sur le pire terrain pain de la saison? Oh, vous êtes vachement dur. Hein. Vous êtes vraiment dur quand même. Bon là, oui, là il y a un petit problème ici, là. Il y a un petit problème là. Mais franchement, vous êtes dur. Vous savez comme c'est dur de dessiner à la souris. Tu peux faire le terrain en bleu pour la pluie. Si vous voulez, on peut mettre de la pluie. Ouais. On va mettre de la pluie, voilà. Voilà. Pour faire un effet brestois. Voilà, on met de la pluie. Non, mais j'ai barré Toko, pardon. Excusez-moi, c'est un réflexe. Voilà, hop. Voilà. Hop. Nickel. Alors, les notes. C'est un Picasso. Si vous voulez, je l'imprime et je le fais gagner la note du terrain sur 10. Alors, Anthony Lopez. Lopez, bon, en vrai, sur les 2 buts, il peut sortir un miracle. Sur les 2 buts, il peut sortir un miracle. C'est pas un match immense d'Anthony Lopez. Dans le 4, vous êtes dur. Pour moi, c'est moyen parce que c'est pas de sa faute parce qu'il lui manque quelques centimètres. Alors, titre, déjà oui. Mais je pense qu'il lui manque. C'est là où on voit que c'est quand même un petit gardien par la taille. Il lui manque un petit peu de centimètres pour aller sortir le coup franc dévié et sortir le deuxième but. Mais les deuxièmes, tous les jours, il l'arrête normalement. Ouais, pour moi, c'est un petit match de Lopez. Mais bon, voilà, c'est un 5. C'est pas non plus catastrophique. Il y a eu quelques bons arrêts quand même, quelques bonnes sorties. Il n'y a pas une relance longue qui est bonne. Ça, malheureusement, on connaît ses défauts aussi. Hein. À sa décharge, le terrain est quand même pas facile pour jouer au football long comme lui. Hein, donc voilà. Pour moi, il doit sortir un des deux, ouais. Pour moi, il doit sortir un des 2 buts. C'est pas un match calamiteux, mais ça mérite pas un 6 qui serait un bon match. C'est pas un bon match, c'est un match moyen de la part d'Anthony Lopez. Damien Da Silva. Alors, Damien Da Silva, tout est à relativiser. Hein. C'est toujours pareil, c'est en fonction des attentes. Damien Da Silva, on s'attendait à la catastrophe et on a eu un bon match. Non, 7, calmez-vous quand même. 7, vous notez à l'émotion. Alors, c'est vrai que parfois, on note à l'émotion dans ce débrief, mais 7, vous êtes un peu dur quand même. Vous êtes un peu dithyrambique. Je comprends, hein. Moi aussi, j'ai envie de mettre 7 parce que pour Damien Da Silva, c'est quand même un super match. Pour moi, c'est un match qui est bon, qui est pas non plus exceptionnel, hein, parce qu'il est inexistant offensivement. C'est un bon match. Je pense qu'on peut mettre 6 et on peut rajouter un demi pour l'esprit. De dire que voilà, c'est un demi-point d'encouragement en plus. Ça me semble pas mal. Lukeba, bon match. Bon match honnête de Lukeba. C'est pas un match transcendant non plus, mais c'est un bon match de Lukeba, un match rassurant de Lukeba. Ça me semble plutôt cohérent. Oui, voilà. Voilà, c'est un 6 pour Lukeba, on est d'accord. Un 6, plutôt honnête. Voilà. La passe pour Alex, oui. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. L'ouverture de Lukeba pour Lacazette. Il y avait du Leonardo Bonucci dans le texte. Donc, ouais, il y a un extérieur... non, il y a une ouverture longue qui est absolument fabuleuse pour cette remise de Lacazette parfaite. Une vraie galette. Je pense que ça aussi, ça vaut un petit demi-point de plus. Parce que c'est pas une passe décisive, mais en vrai, dans l'esprit, c'est une passe décisive. Bonucci, sans doute, moi. Effectivement. Diomandé, petit match de Diomandé, je suis un peu déçu. Dieu sait que j'adore signaler Diomandé. Difficile d'être objectif, j'adore signaler Diomandé, mais c'est un petit match de Diomandé. Il était un peu perdu sur le terrain. Il a fait pas mal de saucisses. Pour moi, c'est pas 3, parce qu'il n'y a pas de but concédé dans le jeu de la part de Diomandé. Donc ils ont quand même pas été hyper dangereux dans le jeu, les Brestois, vous l'avez dit. Il y a 17 tirs, dont 12 qui partent sur le parking. Mais c'est un petit match de Diomandé. Ça reste une victoire. Où on concède pas de but dans le jeu. Bon, voilà, c'est un 4, quoi. C'est un 3,5, 4. Voilà, c'est un 3,5, 4. C'est le minimum. Mais un but pour lui, ouais, allez, on va mettre 3,5, c'est vrai. On va mettre 3,5 pour Diomandé. Sahel Koumbedi, on l'a dit, bon match de Sahel Koumbedi, intéressant. C'est pas non plus la folie pure, il n'y a pas de passe décisive, il n'y a pas de but pour Koumbedi. Mais c'est un match très encourageant de la part de Koumbedi, très rassurant compte tenu du contexte où il a aucun match en Ligue 1, une poignée de matchs en pro. C'est quand même très très encourageant pour Koumbedi. Je suis d'accord avec toi, Franzi, c'est un match qui intrinsèquement à mon sens vaut 6, mais il y a un 0,5 d'encouragement.
Pareil, parce qu'on n'en attendait pas grand-chose, on lui en aurait pas voulu de se planter, mais il fait un super match, donc c'est 6.5 pour Koumbendi. Effectivement, il y a du Ferland Mendy dessus. On peut pas lui mettre la note de Damien Da Silva. Bah en vrai si, hein. J'ai peur physiquement face à des gros gabarits. Bah on verra assez vite de toute façon. Vous notez à l'émotion? Bah oui, on note à l'émotion. Bien sûr qu'on note à l'émotion. On n'est pas l'équipe, on note pas objectivement, on note à l'émotion, effectivement. Il a 17 ans. Ouais, 17 ans Koumbendi. C'est giga jeune, c'est giga jeune. Tolisso, on l'a dit, hein, c'est peut-être le moins en vue des milieux de terrain. C'est pas un mauvais match de Corentin Tolisso. Je pense qu'il fait beaucoup de bien au niveau de la transmission et de l'aération du milieu de terrain. Mais moi, j'en attends un tout petit peu plus de lumière sur Tolisso. 5,5, 5, 5,5, 5, 5,5, vous me dites 5, 5,5, c'est vous qui décidez. 5. Après, c'est vrai que j'ai envie de mettre 5. Mais c'est vrai que quand il sort, ça se voit. Si c'est Mendes qui fait son match, on met 5. C'est vrai. Ça, c'est un très bon argument, Chris. Pour moi, c'est 5. Ouais. C'est un bon match, mais c'est pas transcendant. Après, ouais, 5,5. 5,5. 5,5 parce qu'effectivement, quand il sort, ça se voit. Cacré. Bah, Cacré, on en a parlé hein, déjà. Ah, ça fait plaisir de revoir Cacré dans ce mood-là. Hein. C'est le premier but de Maxence Cacré hein, en Ligue 1. Il me semble qu'il avait marqué en Coupe de France, si je dis pas de bêtises. Mais brillant Cacré. Absolument brillant ce soir. Ce côté chien fou qu'on lui avait pas vu depuis longtemps. Et partout là où il faut. Moi je suis content, je suis rassuré de voir Cacré. Voilà, il est pas mort notre Cacré. C'est pour tous ceux qui disent oh Cacré il est surcoté, de toute façon les Lyonnais vous surcotez vos jeunes, voilà Cacré il a fait 2 bons matchs et ça y est, vous pensez que c'est Andrea Pirlo et tout ça. Bon, bah écoutez, encore une fois, l'avenir nous dira si ceux qui ont toujours juré par Maxence Cacré ont raison. Mais pour moi, c'est du grand Cacré et c'est un Cacré qui vaut un 8. Voilà, c'est un bon Cacré, un très bon Cacré. L'imitation terrifiante. Ouais, je sais pas trop ce que j'ai. Il y a un mélange de Pierre Ménès et de Jean-Marie Le Pen là, dans l'imitation. Je sais pas trop. Cacré a dit qu'il était à l'aise grâce à Tolisso en sentinelle. Alors, j'ai pas vu la décla, mais ça se sent. Ça se sent. Cacré 8 et Cherki 9,5. Bah, c'est un peu le rôle qu'il a, hein, Cherki. Hein. Même si je le préfère un peu plus bas sur le terrain. Quand il va vers l'avant et que techniquement il est dans son match, il fait plaisir. Ouais, mais en fait, le fait qu'il y ait... Je pense qu'on va y revenir après. Hein. Mais le fait que vous ayez Cherki qui est là. Cherki, il est ici. Et en fait, il vient emmerder tout le monde dans cette zone-là. Là. Il vient faire chier tout le monde avec ses appels et ses prises de balles. Et quand Cherki prend le ballon et vient fixer dans cette zone-là, vous avez les défenseurs qui le regardent, et là, en fait, vous avez Cacré qui se balade, qui fait un peu ce qu'il veut par là, et ça donne des choses assez intéressantes dans l'animation. Et je pense que c'est dû à 2 choses. Un, il y a Tolisso derrière lui qui lui permet d'être un peu libéré des tâches défensives et plus serein vers l'arrière. Et 2, il y a Cherki devant qui fout suffisamment le bordel pour lui permettre, lui, de se libérer un peu. Cherki en 10, c'est pas le même joueur. Cherki en 10, en fait, il lève la tête et il voit des choses qui se passent sur le côté. Parce que Cherki, on en parlera après. Mais Cherki, quand vous le mettez dans cette zone-là, Cherki, il prend le ballon, il est là, il n'a pas beaucoup d'options. Il est obligé d'aller là, d'aller vers 2 mecs et d'essayer de faire le driblou et de faire de la merde. Mais quand vous le mettez face au jeu avec des appels de tous les côtés, il est pas si con que ça quand même. Donc voilà, l'absence de Pierre Lesmelou joue beaucoup sur la perte des milieux lyonnais. Alors là, je te crois, je suis pas expert en Pierre Lesmelou. En même temps, ils se connaissent par cœur Cacré Cherki. Ouais, et je pense que c'est important aussi. Je pense que ça aussi, c'est important dans la relation entre les joueurs. Cherki. Cherki, on en a parlé tout à l'heure. C'est le facteur X. C'est le facteur X, Cherki, dans cette équipe. Encore une fois, on va pas s'emballer. On va éviter de s'emballer, même si j'en ai très envie. Mais quand on a un Cherki comme ça, là, dans l'axe, qui lève la tête, qui regarde ses copains, qui dribble pas trop et qui fait des belles passes, qu'est-ce que vous voulez demander de plus à Cherki? Aujourd'hui, il est parfait. Il est parfait, Cherki. Alors, c'est pas le match parfait parce qu'il n'a pas staté autant qu'il aurait pu stat-padder ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi, je demande rien de plus que ça à Cherki. Donc, pour moi, c'est un 8, ouais. C'est un 8. C'est un 8, c'est un 7,5 en vrai. En vrai, c'est 7,5, mais comme on note à l'émotion parce qu'on est des amoureux, on va mettre 8. Voilà. C'est totalement subjectif, mais pour moi, c'est 8. Il a perdu du poids. Ouais, j'ai l'impression qu'il a perdu du poids. Et pour que Ryan Cherki perde du poids aux périodes de Noël, c'est qu'il en a quand même envie. Donc, il est peut-être en train de se passer quelque chose avec Cherki. Alors, on va faire du conditionnel, on va supposer, on va pas s'emballer. Mais peut-être que dans quelques matchs, on reviendra sur ce débrief en se disant « Ah, oui, le déclic, c'était Brest. » Peut-être, en tout cas, j'espère. Mais je me dis que là, avec sa performance ce soir, ça va être difficile de le sortir du 11.
Et maintenant, c'est dans ses mains à lui. Hein. C'est dans ses mains à lui d'être sérieux, appliqué et de pas être débile, quoi. Voilà. Genre Cherki fête Noël. Non, mais c'est des vacances. Donc pendant les vacances, Cherki, voilà, on sait jamais. Ne mets peut-être pas 8 à Toko. Bah, en vrai, Gizmo, pourquoi pas mettre 8 à Toko? Pourquoi ne pas mettre 8 à Toko? C'est quoi? Qu'est-ce que tu reproches à Toko? Parce que Toko, il fait un super match. Et on l'a dit tout à l'heure. Toko, vous lui reprochez quoi ce soir? Enfin, je veux dire, on lui a tapé sur la gueule à H24, mais Toko, il fait un super match ce soir. Il manque un but. C'est vrai. Il manque un but pour avoir une vraie grosse note. Alors, on va pas lui mettre 8, parce qu'il manque un but. Il y a une passe D qui est brillante, d'ailleurs. Il faut le dire, la passe D, elle est brillante. Franchement, Toko, je pense que c'est... Il manque un but, donc on va mettre 7,5. Mais c'est un super match de Toko, et si ce Toko-là peut rester pour la fin de saison, on signe. La passe D plus les 5 étoiles geste technique, exactement. Et c'est vrai qu'il y a des retours défensifs encore à améliorer, mais moi, ce Toko-là, je le prends tous les jours. Hein. Alors, on lui reproche le but. Attends, j'arrive pas à lire. Parce que Gizmo, on lui reproche le but sur le coup franc et se tourne. Oui, bon, ça va à un moment donné. Ouais, du coup, il a un niveau technique. Bah écoutez, je sais pas. On verra, hein. On verra, hein. Tété meilleur. Ouais, Tété excellent ce soir. Tété excellent. Il y a quand même des signes qui trompent pas, hein. On a eu tellement de matchs où ils étaient tous nuls. Tous. Qu'on peut quand même mettre en lumière un match où ils ont été tous bons. Et ils ont la tête à l'endroit. Alors il faut que ça dure, hein. Il faut que ça dure. Non, 6,5, vous êtes dur. Tété, c'est 7 pour son but. Après, il a été intéressant quand même. C'était propre. Et Lacazette, qu'est-ce que... Voilà, Alexandre Lacazette, quoi. Tété, faudrait penser à faire une offre. Bah, on verra. C'est vrai qu'il a été oublié 1 ou 2 fois. Lacazette, voilà, hein, c'est vraiment Noël. Ouais, c'est Noël. Ouais. Exactement. Général Lacazette au rapport. Prise de balle brillante. Passe décisive lumineuse. C'est bien, Lacazette. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur Lacazette? Voilà, c'est bien. Je suis désolé, hein, c'est un peu faiblard comme analyse. Mais un but, une passe D, c'est 8. Voilà. Un but, une passe D, c'est 8. Pour Lacazette. Ça me semble logique. Il a une hargne, il a le leadership. Moi, c'est ce Lacazette que je veux voir. C'est celui qui porte l'équipe, qui s'impose. Vous le voyez, hein, de toute façon. L'axe, il n'est pas compliqué. Hein. L'axe qui peut sauver ou pas l'Olympique Lyonnais sur cette deuxième partie de saison, il est là. Il est là. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Ça se jouera sur cet axe-là. Si ces joueurs-là continuent à avoir la tête à l'endroit, là, ceux-là, on s'en sortira. Surtout, je pense ici. Ici, c'est important. Et il faudra quand même faire gaffe aux latéraux. Pardon, excusez-moi. Non, je vais pas le faire. Comparons aux notes de l'équipe pour voir s'ils détestent toujours Lyon ou pas. Non, il y a quand même un... J'ai 31 ans. Hein. J'ai 31 ans. Ouais, oui, c'est vrai qu'il y aura quand même Tagliafico qui va venir renforcer ici et Gusto qui va revenir là. Je vais pas vous faire le plaisir de redessiner une bite. Vous avez vu quand même Enfin, voilà, il y a quelque chose. Et je voudrais qu'on revienne quand même. Je voudrais qu'on revienne sur la première partie de saison où on nous a dit, ouais, Lyon, l'effectif... il n'est pas au niveau, c'est normal, les joueurs que vous avez, vous méritez d'être 8e. Bon, je veux bien qu'on soit déçus et qu'on les trouve tous nuls, et ils l'ont tous été en première partie de saison, mais franchement, vous pouvez pas me dire que l'effectif de l'OL, avec Loukeba, avec Cacré, Tolisso, Cherki, Lacazette, Tété, et même ce Toko-là, parce qu'un Toko, qu'on le critique ou pas, c'est un mec qui pèse théoriquement 10 buts par saison. Vous pouvez pas me dire que cet effectif-là, il doit être 8e. C'est pas un problème d'effectif, c'est un problème ailleurs. C'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de concentration, de sérieux. Mais l'effectif, il est là. Le problème, il est ailleurs que dans l'effectif. Il est dans les têtes et dans l'état d'esprit. Donc, est-ce que Laurent Blanc va réussir à faire en sorte d'arrêter ce Club Med-là et de prolonger ces performances-là et d'arrêter les performances de Club Med ou Marama, VVF, Biarritz? On verra. Donc voilà, ces joueurs-là, quand ils sont à leur niveau, ce sont des joueurs qui sont à un niveau top 3 de Ligue 1. Alors on va enlever le PSG, parce que le PSG compte pas, bien sûr qu'on va pas comparer Cacré à Verratti et compagnie. Mais cet effectif-là, en théorie, il doit être capable de jouer le podium.
Le problème, il est ailleurs. Alors certes, il y a des ajustements à faire, et on va parler de mercato. Mais quand même, il n'y a pas grand-chose à changer à partir du moment où ils ont la tête à l'endroit. Lens, Rennes, Monaco et l'OM, ça reste au-dessus. Oui, c'est un peu au-dessus. Mais c'est pas tant au-dessus que ce que les gens veulent nous faire croire. Je suis désolé, vous regardez l'effectif de Monaco, il y a quelques trous aussi, il y a des joueurs de grand talent. Tout dépend, enfin vous regardez Lorient, c'est pas mieux quoi. On peut taper sur Fèvre, on peut taper sur les entrants parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas apporté beaucoup. Je sais pas si c'est vraiment intéressant de taper sur Romain Fèvre, parce que tout a déjà été dit sur Romain Fèvre. Moi je pense qu'il y a un problème mental chez Romain Fèvre. Il est en train de faire une Martin Terrier, et je pense que Romain Fèvre à un moment donné va partir et s'épanouir ailleurs, parce que je suis persuadé que c'est un bon joueur de football, mais il est, je pense que mentalement il est au bout du bout, Romain Fèvre. C'est calamiteux. Il a perdu son football, et je sais pas si c'est possible que Romain Fèvre retrouve son football à l'Olympique Lyonnais. Il est au bout du rouleau, au fond du fond. Et je sais pas ce qu'il va falloir faire. Et vraiment, il me fait la même impression que Martin Terrier, même si Martin Terrier a quand même plus montré de choses à l'Olympique Lyonnais. Il était en demi-teinte, mais il était quand même plus intéressant dans ses stats, du moins. Romain Fèvre, c'est dur. Hein. Waouh, c'est très très dur. Hein. 18 millions, ça sent l'accident industriel. Hein. Et Jeffrey Nedlid, autant on a vu quelques moments où on a pu se dire, ah, Jeffrey Nedlid peut-être. Autant Romain Fèvre, c'est dur. Hein. C'est très très dur. Il semble peu intégré. Bah ouais, il a l'air de se faire chier sur le terrain. Il a l'air de pas être dans son assiette. Donc je sais pas si on arrivera à sauver Romain Fèvre, c'est pas perdu. Mais là, bon courage. Bon courage. Bon courage à Romain Fèvre. Le Penant, un petit peu en dessous. Après, j'ai envie de vous dire que Le Penant, c'était déjà un miracle en première partie de saison qu'il soit aussi bon et aussi important dans le poids de l'équipe. C'est peut-être pas plus mal que Le Penant reprenne un peu de distance. C'est un peu tôt pour lui. Dembélé, j'ai trouvé son entrée anecdotique, comme Thiago Mendes, donc je vois pas si c'est très très intéressant d'en parler. Tu penses que JRA peut espérer une place de titu? J'ai peur que non. En fait, je vois pas où Jeffrey Nadalid s'impose dans ce milieu-là. Je pense que... Alors, peut-être si Tolisso se reblesse, mais c'est soit Jeffrey Nadalid, soit Cherki, et je pense que sur le temps de jeu qu'ils ont eu chacun, Cherki a quand même plus de choses à apporter à cette équipe-là. Voilà. Petit point mercato. Petit point mercato qui va commencer dans 3 jours. On fera un live de deadline mercato comme on a fait cet été, donc ce sera le 1er février, si je dis pas de bêtises, ou le 31 janvier, je sais plus. On aura le temps d'en reparler. La priorité au mercato, ça me semble évident. Hein. Déjà, il faut poser les bases. On a promis une petite enveloppe au mercato. Attention cependant, il y a eu 2 alertes qui nous ont dit que Jean-Michel Aulas nous a dit qu'on va privilégier la bonne gestion de l'OL, sous-entendu ne vous attendez pas à ce que l'OL sorte 40 millions cash. Et John Textor a dit aussi qu'il n'allait pas faire n'importe quoi. Donc je suis pas certain que ce soit la fiesta sur le mercato. Je pense qu'il y a un renfort évident qui est un défenseur central. Il faut un défenseur central, il faut mettre 10 ou 15 patates sur un défenseur central, parce que de toute façon, Jérôme Boateng, c'est terminé, Damien Da Silva, ça va probablement être terminé, et il nous restera donc uniquement Loukeba et Diomandé. Il faut un défenseur central à l'Olympique Lyonnais. Qui? Alors ça, c'est la grande question. J'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai aucune idée de qui ferait le taf à l'Olympique Lyonnais en défense centrale. Mon problème, c'est que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on mette 10 ou 15 millions, quand on les donne à Bruno Chirou, ça risque d'être un peu compliqué. Donc on verra. Pextor paye pas de Brésil, c'est un signe qu'il a pas autant de thunes à mettre dans le club que toi avec le pull. Non, il faut, je pense, un défenseur central un peu expérimenté. Ouais. On verra ce qu'est capable de pondre la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Ah non, pardon, excusez-moi, elle n'existe pas. On verra ce qu'est capable de pondre Bruno Chéreau au mercato. Mais il faut un renfort en défense centrale, ça c'est une évidence. Sarr pousse un petit peu, mais ce sera un peu tôt pour lui. Il faut un vrai deuxième défenseur central à mettre à côté de Lukeba. Coutinho, t'y vas. Et le salaire, les gars. Gvardiol, oui, bien sûr. Ouais, Gvardiol. Je pense qu'on va même prendre Cafu aussi pour doubler Gusto. Et en défense centrale, ce serait vraiment pas mal d'avoir Virgil van Dijk. Voilà, je pense qu'à 10 millions, 15 millions, Liverpool doit pouvoir le vendre. Bon, les gars, quand même, arrêtez un peu. Gvardiol. Gvardiol, ça vaut 80 millions, les gars. Vous avez vu la Coupe du Monde qu'il a pondue? Gvardiol. Ouais. Oh, mais sérieux, Gvardiol. Alors, je pense que c'était une blague, mais bon, voilà. On verra ce qui est possible de recruter en défense centrale, mais je pense que la priorité absolue, c'est ça. Et s'il y a un petit peu de reste, peut-être un 6 pour essayer de doubler Tolisso. Peut-être, on va voir. Konaté, il a fait pas de Coupe du Monde. Arrêtez, je vous sens partir là. Djikou, c'est très chérou comme recrue. Ouais, après, Djikou, c'est pas mauvais hein, dans l'absolu. Mais est-ce que c'est suffisant? Je sais pas, parce que ça n'a pas grand intérêt. Latéral droit, faudra voir la suite pour Koumbedi, parce que si t'as Gusto et Koumbedi, ça suffit.
Benjamin André en 6, ça me tente. C'est un recrutement bien Ligue 1, bien franchouillard, bien saucisson, bien jambon beurre, ça. Hein. Le Normand, bah après, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous me parlez de joueurs que je vois pas jouer, là. Pour moi, Djikou... vous êtes con, putain, dans le chat. On revend Da Silva 20 millions. Skiri, il lui reste 6 mois à Cologne. Pourquoi pas? En vrai, dit Skiri, pourquoi pas? Djikou est moyen, mais fin de contrat dans 6 mois. Ouais, on verra. En tout cas, c'est la grande curiosité. Pour l'instant, il n'y a pas de pistes qui sont sorties. Je pense quand même que, aussi laborieuse puisse être la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'elle est capable de se rendre compte qu'il faut un défenseur central. Donc voilà, ce sera le grand sujet du mercato. Et je pense qu'on fera un live quand on le signera pour essayer d'en parler. D'en parler avec des gens qui ont vu le joueur que signera l'OL. Par exemple, je sais pas, si le mec vient de Bundesliga, on essaiera de faire venir des gens qui connaissent la Bundesliga, etc. etc. Faut mieux des joueurs bons mais réguliers, exemple André Bourigeaud. Et bien entendu. Oui, je suis d'accord aussi, ça me dérangerait pas. Mais n'oubliez pas quand même, dans cette équation-là, n'oubliez pas que l'Olympique Lyonnais est 8ème de Ligue 1. Bah là, on a dû progresser un petit peu, je pense. Mais non, en fait, non, on n'a pas progressé. On est toujours 8ème de Ligue 1. N'a pas de Coupe d'Europe. Et a pas beaucoup de budget non plus. Donc quand vous me sortez des joueurs de Rennes ou des joueurs de Lens ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que l'attractivité de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, c'est quand même pas le top du top du top. Hein. Donc ça va quand même être difficile. C'est un vrai défi de rapporter un joueur qui apporte une plus-value dans un club qui est pas très très friqué et qui joue pas de Coupe d'Europe et qui ne jouera en tout cas pas la Ligue des Champions l'an prochain, très probablement. Donc voilà, on verra, il faudra une bonne idée. L'Olympique Lyonnais peut avoir des bonnes idées. Le Penant, c'était une bonne idée. Koumbedi, c'était une bonne idée. Merci Tolol pour le 15e mois d'abonnement, merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas aussi dans cette équation-là, c'est ce que tu nous rappelles, Bruno Genesio Forever, que pour recruter, Lyon a un certain nombre de barrières qui sont les joueurs qui vont revenir. Aujourd'hui, quand on recrute, on ramène un joueur par-dessus le tas de poids mort de cet effectif. Alors certes, Damien Da Silva et Jérôme Boateng sont en fond de contrat, ils vont s'en aller, mais n'oubliez pas que cet été, on verra le retour de Youssouf Koné, très probablement, de Tino Kadewere, très probablement. Senkos Kassar ne joue pas à Valence, il me semble. Donc c'est possible que Senkos Kassar revienne aussi. Donc on va encore se retrouver dans cette situation où cet été, il y aura un sacré paquet de poids morts à balancer par-dessus bord. Donc vous ne pouvez pas empiler les joueurs tant que vous n'avez pas vendu les poids morts. Donc par exemple, vous pouvez difficilement espérer un renfort offensif si vous récupérez Tino Kadewere. Vous ne pouvez pas le mettre dans un placard et attendre que ça passe. Thiago Mendes, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va faire de Thiago Mendes qui a prolongé encore 2 ans, 2 ans et demi à un tarif qui, à mon avis, a un salaire qui est quand même assez élevé. Il y a toujours ce problème-là d'effectifs un peu trop pléthoriques et un peu trop moyens. Donc on verra ce qu'est capable de faire l'Olympique Lyonnais au Mercato sur ce sujet-là. Un avion, ça disparaît facilement. Oh non. Kadewere, oui. Kadewere, il est prêté, il va revenir. Voilà. Le problème de Kadewere, c'est que certes, il n'a pas un énorme salaire, mais le salaire est trop élevé pour le prêter en Ligue 2. Donc voilà. Je me cherchais un mec qui s'appelait Senkos Kassar. Il veut pas aller à Botafogo. Merci Exaels pour l'abonnement. Merci beaucoup. Hein. J'en profite là. Vous avez lâché, je crois, 35-40 abonnements sur ces lives. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. On va continuer les débriefs. Petit aparté, on continue les débriefs. L'an prochain, il y aura un rythme de 2 lives par semaine. Un live nocturne, probablement le mardi. Et un débrief de match. Évidemment, il y aura plusieurs débriefs quand il y aura plusieurs matchs dans la semaine. Puisque c'est pas encore fait parce que c'est les vacances et compagnie. Mais Paris en Sport continue. Paris en Sport va continuer avec moi jusqu'à au moins la fin de l'année prochaine. Donc là-dessus, c'est cool, on va pouvoir continuer les débriefs. Non, j'ai arrêté, Fred Port, j'ai arrêté. Si vous voulez, après, on fait un live nocturne, on parle d'autre chose. Plus de FM. Non, FM, il n'y a plus le temps. Voilà, donc on va continuer les débriefs jusqu'à au moins décembre 2023 et advienne que pourra après. Voilà, 210 minutes jouées, Kadewere, 0 match de Liga. Terrible quand même. Après un profil grimpeur à la Sandy Cazard, ça peut faire du bien. Parfois, vous sortez des trucs dans le chat, vous me faites beaucoup rire. Voilà pour tout ce qui est côté Olympique Lyonnais. On va faire un point rapidement sur la Ligue 1 pour regarder le classement. Attendez, je vais vous l'afficher. Du coup, on va virer le Paint, on va réactiver Chrome. Et ensuite, on va faire le Jurigno aussi. Le Jurigno, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le Jurigno. Je vais vous le mettre ici. D'abord, le point Ligue 1. Non, d'abord le Jurigno. Allez, le Jurigno. Hop, il est là, le Jurigno, vous connaissez le concept, vous prenez 5 joueurs, vous lui mettez une note de -5 à +5. L'idée, c'est d'avoir noté les joueurs qui ont le plus d'impact sur la rencontre. On fait ça ensemble. Voilà, vous voyez, hein, dans les notes qui ont été données, pourquoi ça se met pas à jour? C'est parce que c'est pas la bonne page. Voilà, ça c'est la bonne page. Hop, on va mettre à jour. Vous voyez que les 3 premiers sont Cacré, Cherki et Toko. Alors... Dans le positif, ça me semble assez évident de mettre Cacré, de mettre Cherki, de mettre Toko.
et de mettre Lacazette, j'imagine que c'est le 4e, voilà, de mettre Lacazette. Est-ce qu'on met une note négative ou pas? Est-ce qu'on met une négative à Fèvre ou à Diomandé? C'est ça la question. On va mettre plus 5 ici, plus 4 là, plus 4 ici et plus 4 là. Ça me semble logique. Non, pas de négatif. Sinali, c'est un peu dur. Oh, on va mettre... Est-ce qu'on mettrait pas une bonne note à Damien Da Silva pour l'encourager? Est-ce qu'on mettrait pas un plus 3 Da Silva? Il l'a quand même pas volé. Ça me semble plutôt logique. Plus 3, c'est peut-être un peu trop. Les négatifs n'impactent pas la rencontre. C'est vrai, c'est un très bon argument, Alex. Da Silva, on va lui mettre plus 2, plus 3. Plus 2, plus 3, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions, je pense, de mettre Da Silva. Et je pense que c'est quand même important de le mettre en valeur, puisque généralement, quand on est défenseur et qu'on fait un match de merde, on se fait défoncer. Quand on fait un bon match, oui, c'est Noël. Ouais, pour moi, Da Silva, ça vaut plus 2. Mais on va lui mettre plus 3 parce qu'il mérite. Voilà, et on l'a tellement tué, Da Silva, que ça me semble logique de lui mettre une note plutôt sympathique. Toko, il était à moins 3000. Ouais, Toko c'était dur quand même. Hein. Il va remonter un petit peu. Voilà, l'esprit de Noël, c'est beau. Effectivement. On va faire un petit point Ligue 1 pour vous montrer un peu ce qui s'est passé dans ces premiers matchs. On a eu un match nul absolument dégueulasse entre Troyes et Nantes. Je l'ai vu, c'était atroce. Ajaccio-Angers, qui était probablement sur le papier la pire affiche de ce match. C'était pas si nul que ça, Ajaccio-Angers. Victoire de Ajaccio qui va faire beaucoup de bien à Ajaccio pour le maintien. Auxerre-Monaco, c'était un super match. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais et pour les échéances de l'Olympique Lyonnais, Monaco a arraché une victoire au bout du bout grâce à un doublé d'un petit jeune de 17 ans. Comme quoi c'est possible aussi de gagner. Clermont-Lille... Bon, anecdotique. Clermont s'est bien défendu, mais bon, Lille était plus réaliste. PSG Strasbourg, bah, visiblement, ils ont chaté. On n'a pas vu le match, mais ils ont chaté. PSG avec un penalty à la 98e, si je dis pas de bêtises. 95e, pardon. Voilà, au niveau des matchs qui vont nous attendre, on aura un Nice-Lens qui peut être intéressant dans la lutte pour une éventuelle place européenne plus tard. On n'est pas à l'abri d'un faux pas de Lens. Marseille-Toulouse, Mathieu Piège aussi pour Marseille. Reims-Rennes, on s'en fout. Lorient-Montpellier, on s'en fout un peu. Et juste pour vous montrer qu'au niveau du classement, ça bouge pas. Hein, côté lyonnais, on est toujours 8e. On récupère 3 points précieux, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire pour aller essayer de raccrocher ce wagon de tête. C'est pas impossible d'aller chercher Rennes, hein. C'est pas impossible d'aller chercher Rennes, mais alors il va falloir faire vraiment le plein de points d'ici les échéances de février. Mais vous voyez, c'est pas exclu. Hein. L'Olympique Lyonnais est à c'est 7 points. C'est pas mort. C'est pas mort pour l'instant. 7 points, ça peut être plus demain, ça peut être 10 points. On verra. Ça reste compliqué, hein. Ça reste laborieux. Même les places européennes sont loin. De toute façon, ça va pas être compliqué. Hein. Il va falloir faire un carton plein jusqu'au mois de février et ensuite être capable de taper les concurrents directs. Donc, c'est pas exclu qu'il y ait une remontada incroyable pour nous emmener jusqu'à la 3e place. Je pense que Lens, ce sera très très dur à aller chercher. Mais en dessous, à voir. Certains clubs parmi ceux-là vont être aussi embourbés dans les Coupes d'Europe. Ça nous aidera bien. Maintenant, l'avantage, c'est que cette victoire va nous permettre quand même d'arrêter de regarder vers le bas, en théorie, parce que vous voyez que l'OL était quand même proche du maintien, hein, proche de la zone rouge. Cette victoire, elle nous met à plus de 11 points de Brest. Alors, on en était là quand même, hein. Faut quand même se rendre compte qu'on en était là. Maintenant, on verra. Il y aura des matchs coup près qui vont arriver assez rapidement. Vous allez voir, on va regarder le calendrier ensemble. Voilà le calendrier de l'Olympique Lyonnais. Clermont. La logique voudrait que Clermont, ce soit une formalité, puisque c'est quand même assez faible. Clermont, à domicile, ça doit passer. Nantes, c'est faible. Strasbourg, c'est jouable. Ajaccio, c'est faible. Attention, Ajaccio à l'extérieur. Lyon-Brest, bon bah si c'est ce Brest-là, ça devrait passer. 3, c'est faible. Ensuite, on aura un petit interlude match compliqué avec Lens, avant d'enchaîner Auxerre, Angers et Lorient qui commencent un petit peu à lever le pied. Et c'est après, hein, c'est à partir de mars que ça va devenir très compliqué, puisque vous voyez qu'en mars, si jamais... Vous voyez, il y a un scénario quand même. Il y a un scénario où... Lyon fait un enchaînement de bons matchs là, jusqu'à Lille, vous voyez, avant d'arriver à Lille. C'est pas exclu que Lyon fasse, on peut faire les comptes si vous voulez, 3, 6, allez 7, 10, 13, 16, 14, 17 pardon, allez 18, 21, et qu'on arrive à Lorient avec un beau carton plein. Et à partir de là, avec de très grands guillemets, bah, les cartes sont dans nos mains. C'est-à-dire qu'il y a du Brest, il y a du Rennes, pardon, il y a du Lille, il y a du Marseille. C'est pas compliqué, hein, dans l'absolu. C'est pas compliqué. Je veux dire, l'équation, elle est simple. Il faut gagner. Alors, désolé pour cette lapalissade monumentale.
Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on verra. On fera un vrai bilan après 3. On verra après 3 ce qu'il est possible d'espérer pour la suite de la saison. Et ça se trouve, le premier de l'an, on va déjà s'arracher les cheveux parce qu'on aura fait match nul contre Clermont. On ne sait pas. Mais la logique voudrait qu'une équipe avec la tête à l'endroit soit capable, sur cet enchaînement-là, de reprendre 3, 4, 5 points aux équipes de devant. Et si on reprend 3, 4, 5 points, on n'est plus qu'à 3, 4 points, et donc là, il y a match. Et après, faudra pas perdre les matchs. Voilà, maintenant, comme l'a dit Bruno Genesio... Dans la vie, il n'y a qu'une chose qui est inéluctable, c'est la mort. Voilà. Donc on se retrouvera, on fera un point post-mercato, hein. Voilà, on jouera Brest le 1er février, et après Brest et après 3, on aura normalement un défenseur central de plus pour pouvoir aborder les grosses échéances. On n'a pas de Coupe d'Europe, il y a moyen, il y a Chermoy. On va voir. On va voir. Voilà pour le bilan de cette Ligue 1. Nous, on se retrouvera le 1er de l'an, avec probablement la gueule enfarinée. Pour le débrief de Lyon-Clermont, ce sera à 19h, dans la foulée du coup de sifflet final. Ensuite, on aura un débrief de Lyon-Metz, en Coupe de France, ce sera à 17h30. Et malheureusement, je suis au regret de vous annoncer qu'il n'y aura probablement pas de débrief de Nantes-Lyon et de Lyon-Strasbourg parce que je suis en vacances et je serai au Cap-Vert et la probabilité qu'il y ait un Wi-Fi suffisant pour faire un débrief est assez faible. Donc peut-être qu'il y aura un débrief, mais il sera vraiment à la ZUB. Mais Nantes et Strasbourg, si débrief il y a une forte probabilité pour que ce soit un débrief qui soit fait de la plage. Scandaleux, oui, scandaleux. J'ai le droit de prendre des vacances aussi. Peut-être que je le ferai au téléphone portable un peu à l'arrache, hein. Pourquoi pas, hein. Voilà, pour les autres lives de la chaîne, on va probablement reprendre des lives FM, mais je sais pas quand. Je vais avoir beaucoup moins de temps là, dans les prochaines au Cap-Vert avec Bruno Chiot. Non, c'est ma première vraie semaine de vacances depuis longtemps là. Donc voilà, live nocturne, peut-être une autre fois, parce que là il est minuit 20, je suis très fatigué. Merci à Monito, merci à tous ceux qui ont lâché leur Prime, merci à tous ceux qui lâchent leur abonnement, ça fait très plaisir. Merci beaucoup, grâce à vous, grâce à votre argent, je peux payer des magnifiques pulls comme ça. Les quiz, on va faire une petite pause, on reprendra plus tard, je sais pas quand, mais plus tard. Et pour le reste, les débriefs sont toujours là. Et merci à ceux qui sont sur YouTube aussi. Pensez à aller vous abonner sur YouTube à la chaîne. Faites point d'exclamation YouTube, vous allez avoir le lien. Hop, voilà. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, déjà merci d'être allé au bout. C'est très sympathique. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires. Mettez n'importe quoi en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça booste le référencement. Mettez les pouces bleus, c'est vraiment important. La chaîne, elle monte tranquillement, mais sûrement, elle monte. Voilà, donc prochain live, le 1er, pour le débrief de Lyon-Clermont. Puis ensuite, OL-Metz, probablement un live au milieu, live nocturne, et peut-être un live mercato si jamais ça s'active d'ici là. Et derrière, les choses vont s'enchaîner assez rapidement. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et probablement rendez-vous pour un live nocturne plus tard dans la semaine. Là, pas ce soir parce que je suis fatigué. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, parfois, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao, bisous.